Si on me demandait quel est le concept philosophique qui mérite le mieux, beaucoup plus à travailler, élargir, entrer dans ce mystère, si on regarde comme ça, comme réponse, alors tous les concepts ont besoin d'être travaillés, déployés jusqu'à leurs limites, et pouvoir à quoi cela correspondait et à quoi cela peut correspondre maintenant et dans le futur. Mais je crois que, voilà, j'ai dit déjà, passé, maintenant et futur. Donc les concepts, même s'ils restent à peu près dans le texte stable, dans la lecture et dans leur réanimation, si on peut dire, dans le laboratoire de lecture, et ça varie, ça commence à varier, ça prend des surdéterminations. Alors, ce n'est pas donc eux-mêmes les concepts qui m'intéresseraient, mais ce qui leur arrive avec le temps. C'est ça, beaucoup plus édifiant, instruisant pour nous tous, pas pour moi, ce qui arrive au concept. Voilà, d'où le concept est touché le plus. C'est comme terminologie de guerre et de bataille, où est blessé ce concept, où il est vaincu, quand il était glorieux, quand jamais n'a vu le jour, et puis il est éteint. Il est éteint par vieillesse, longévité ou banalité quotidienne de devenir anodin, d'être effacé, d'être usé, d'être abîmé. Voilà, ça, chacun correspond à des univers très très différents. Donc il faut considérer le concept comme des vivants, mais des vivants qui avaient vécu comme les dinosaures, comme les autres, pendant une époque, et il nous reste des restes. Il nous reste leur reste, ce qui reste d'une part, ça, c'est déjà un riche terrain qu'il faut développer, même ne serait-ce que sans entrer dans les exemples, mais en disant tout cela, en faisant ce panorama et le panoplie, on a quand même quelques concepts dans la tête, derrière le mind, comme on dit en truc. Derrière la tête, voilà, en français c'est arrière-pensée. Voilà, ça aussi c'est un arrière-pensée. Est-ce qu'un concept peut avoir des arrière-pensées? Non pas des pensées mal intentionnées, mais un certain diable, un certain démon peut le posséder. Oui, ça, c'est dommage ce qui arrive au concept. C'est comme des humains, c'est comme des enfants, comme des vieillards qui tombent malades, qui meurent un peu tôt, et qui sont avortés aussi, et même par leur propriétaire. Ça n'existe pas propriétaire du concept, mais leur père, leur mère, ça peut exister quand même, ce qui les engendre dans une soirée seul et tordu de la douleur, des souffrances, des sueurs, des fièvres, et des murmures, et des chansons, et des airs vagues, et des danses, rythmes, marchés, promenades, et nager dans la profondeur et se tremper, grimper dans les rochers, se descendre en toute vitesse d'une colline remplie, couverte de neige et de glace d'un glacier qui se dissout
sous le soleil matinal et les rosées qui s'évaporent avec le soleil. Et le midi, aveuglant, ça là sonne les clochers d'une église orthodoxe. Et le temps de dormir pour siesta, pour les Italiens amoureux de leur lit, couche de lierre, etc. C'est très intime, vous voyez, les concepts, histoire de concepts racontés d'une manière intime. Je pense maintenant le livre de Madame Catherine Clamant, qui est un peu détestable apparemment à cause de son engagement politique, mais elle avait écrit un livre qui me paraît intéressant, Le ventre des philosophes, par exemple, n'est-ce pas? D'abord, abondamment, Nietzsche en parle, n'est-ce pas? Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, comme un pythagoricien ou comme dans les sectes Shafi, dans l'islam, en fait, il est superstitieux. Enfin, on ne comprend pas s'il s'agit d'une métaphore qui renvoie à une autre chose ou seulement à des nourritures ou des parties. Le rapport d'intestin, de pensée, etc. Bon, il y a au moins un philosophe qui est obsédé par ce qu'il ne faut pas manger, par ce qu'il faut manger, boire, et le vin en plus. Il dit que je déteste le vin, je bois jamais, mais si je bois beaucoup et ça me rend fou, etc. Des choses instables, déséquilibrées. Voilà, l'intimité de concept passe peut-être de leur jeunesse, adolescence, vieillesse, maturité, vieillesse et au chevet, le concept au chevet. Voilà une grande chapitre. Dernier soupir. Est-ce qu'il va repentir ou non un philosophe athée ou bien un philosophe chrétien? Est-ce qu'il va devenir athée? Etc. Voilà. Maladie, longue maladie comme la mienne, n'est-ce pas? Qui transforme les concepts et leurs performances et leurs activations. Mais au sens plein du terme, activation d'un concept, si ça commence, c'est comme une réaction à chaîne d'un réacteur, on ne sait pas où peut s'arrêter parce que ça s'engendre tout le temps, ça engendre, ça se propage partout et ça circule, passe partout, qui entre dedans, qui sort, qui fait plein de jeux. Au sens russe. Ils utilisent des techniques, mais au sens de technique, ça ne veut pas dire encore grand chose. Au sens authentique, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Poïenne de concept, poétique de concept, si ça existe, au sens archaïque du terme poïenne, mais en turc, comme j'ai dit russe, avant moi, Hegel disait russe de la raison, moi j'ai dit russe de concept. Alors, à mon avis, russe de la raison, c'est un peu mesquin, c'est illusion transcendantale, un peu. Pour ne pas tomber illusion transcendantale, on ruse. Mais russe de concept, c'est encore pire, parce que les concepts et des quasi-concepts, ils sont quand même de l'ordre de non pas entièrement d'intimité à soi, mais quasiment objectal. Il faut faire très attention en disant que les concepts sont des objets partiels. Alors là, leur statut ontologique devient un peu comme les simulacres, fétiches, colifichés, et les autres, icônes. Voilà. Mais Hegel nous fait entrer dans ce piste que le concept, c'est pas quelque chose comme chez Kant. Les concepts de l'entendement, pas seulement, mais les concepts sont des effectivités en fonction, en négation, etc. Là, vous voyez, tellement riche
votre question. Mais je voulais au départ répondre tout à fait autrement et sans entrer au corps de la philosophie. Je voulais vous donner quelques exemples de transformations bizarres, une existence extatique bizarre, des formations culturelles qui sont des grandes religions ou des petites religions, des cultes, les petits cultes divisés, transformés. Et ce qui leur arrive aussi, c'est fantastiquement impressionnant, c'est fantomatique. Tout ce qu'on apprend sur le concept, on a déjà appris par l'archéologie et philologie, par la linguistique comparée, par l'herméneutique, par par sémiotique, et puis après, structuralisme et la déconstruction, il y a un nomadisme des concepts, mais avant que ce soit celui de concept, c'est une nomadisme des formations culturelles. Je n'ai pas trouvé le mot le plus général dénominateur commun. Et quand on n'arrive pas à trouver, quand on ne veut pas nommer d'un nom très singulier, par exemple comme simulacre, pour réserver une place, un domaine à la réflexion, on donne des noms comme ça, des dénominateurs communs, un peu anthropologico, sociologico, sciences humaines, formation culturelle. Ça ne veut rien dire, mais ça dit quelque chose. En français, c'est devenu aliéné, le mot formation. En allemand, c'est encore mieux pour l'oreille étranger en moi, c'est Bildung, des Bildung, des Bild. Culture, ça n'existe pas en allemand. Culture, c'est un mot étranger. Alors, agriculture, qu'est-ce que ça peut être en français? Zivil, Bild civil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche pas. C'est mieux, je crois, le mot geistig. Voilà. Geistig, Geist, gaz. Ce sont des bildes, pas comme là, nous, devant nous, qui s'étalent comme des peintures, des icônes, mais plus intériorisées. S'il y a quelqu'un qui l'intériorise, et c'est tellement intériorisé qu'on ne peut pas exorciser quelqu'un. Et c'est tellement contagieux. Donc c'est de l'ordre de la foi fidèle, mais qui ne demande pas si on est croyant ou pas. Ça se pénètre, ça se propage, ça se transforme. C'est comme le vent, hein? Ça pousse. Qu'est-ce qu'il fait comme action, le vent? Ça souffle. Voilà, des souffles. Voilà, à partir de là, il faut trouver le plus, non pas dénominateur commun, mais dénominateur, micro-dénominateur qui travaillait dans les veines de la chose comme des, comment on dit, nanotechnologies. Voilà, souffle. Il faut que quelque chose souffle. Donc, nefs imagine. En arabe, nefs, qui veut dire psyché, tout simplement. Bon, on a fait un tour du concept. C'était pas du tout un tour programmé, un voyage organisé. Voilà, pérégrination, j'aime bien ce mot, malheureusement. Écrire, ça demande beaucoup de temps. Parler, discourir, énoncer, ça demande un certain luxe dans cette ville.
Et heureusement qu'en fait, dès que j'ai une idée à peine cristallisée, donc ce n'est qu'une esquisse, un dessin apparaissant plutôt, mais elle a des contours cristallines, donc tellement évolutifs que je ne résiste pas, malgré tous les inconvénients, soit que je sois, comme tout à l'heure, sur le chemin, donc dans une rue qui a des circulations, mais quand même à l'entrée d'un immeuble, etc. Je trouve un petit endroit. Dès que je trouve, je commence à enregistrer. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Je sais bien que cette idée cristalline, c'est comme un flacon de neige et très très sensible à la température, à plein de conditions magnétiques, je dirais. Donc, autant que je suis attiré, et j'ai attiré vers moi ce petit flacon qui apparaissant, et je le capte, c'est ça le concept, et j'en participe à son évolution, à son involution ou à son développement. Je me promène dans ces plis, dans ces méandres et dans ces replis, et je répète comme une répétition ontologique ces replis et ces déplis. Je les déplie parfois pour en voir les dessous, et je le prolonge, je l'étends, je le dilate, je le rend souple, je l'assouplis, je le reconforte, je l'invite vers moi, et il faut qu'elle m'habitue, et il faut qu'elle m'accueille, et je suis prêt à l'accueillir, etc. Mais si quelqu'un, une troisième personne, un tiers, nous demande ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire au coin de la rue, alors apparemment c'est une action faite par la bouche. C'est comme pour expliquer aux enfants, postmodernisme, mais qui ressemble plutôt à un acte d'accouplement des concepts. Donc, apparemment, un concept attire l'autre concept par le magnétisme, et on ne sait pas les pôles s'ils ne sont que de positifs et négatifs. Ça devrait être, à mon sens, plus compliqué que cela. Sinon, le monde aurait dû être noir et blanc. Eh bien, ça commence à s'accoupler. Deux choses rares qui s'accouplent, et s'ils sont rares, les deux, s'ils sont courants, alors ils peuvent passer en parallèle, même pas en tangente. Tangente, c'est quand même la preuve qu'il y a une attirance forte, mais il y a une trajectoire qu'il faut prendre pour l'un ou l'autre, beaucoup plus vaste que on ne peut que passer en tangente dans un point tangible qui se communique, en tout cas, toute tangente est tangente par sa intensité ou ses laps de temps de se communiquer. Mais quant à l'afflux des deux zones de circulation interne et trajectoire, alors là, ça n'est que possible que dans un accouplement qui prend le temps du souffle. Le temps du souffle, là où le souffle de l'un ou de l'autre
peut résister à l'extension. À l'extension, ce qui veut dire retour. Après avoir fait, je schématise maintenant, après avoir fait une sorte de Z, c'est pour ça que dans l'alphabet deleuzien, dans la vidéo, Deleuze disait que chaque philosophe doit porter une lettre Z dans son nom. Même Bergson, il faut le prononcer Bergson, etc. Parce qu'il s'agit de ce mouvement de Z qui quand on complète Z comme une N majuscule renversée, devient une Z, zeta. Eh bien, ce mouvement-là, l'une de schématisation du mouvement dialectique finalement, qui ne seront pas complètement triangulaires, mais une sorte de quadruple. Donc on n'est pas obligé de représenter un déplacement dialectique qui ne sera pas forcément cyclique ou répétitif, le retour du même identique. Cette fois-ci, on se sert du quadruple. Ça, apparemment, je l'ai appris soit chez Lacan, dans le célèbre carré structuraliste, finalement, ce dont je parle, très archi connu, mais difficile quand même d'activer quand on veut. Donc, ce célèbre carré structuraliste que j'ai appris chez Lacan, chez Alain Badiou, et dans la théorie du sujet, que j'ai utilisé pas mal dans ma mémoire, et chez Roland Barthes aussi. Il y avait chez beaucoup de monde, chez Foucault aussi, dans les mots et les choses, racine quadruple de la représentation. Racine, ça veut dire l'état minimal qui permet à quoi que ce soit d'être représenté en Occident. Mais on peut généraliser en Orient, mais il ne faut pas hypothéquer quand même l'encyclopédie chinoise, c'est ça. Il met une altérité, un devoir de pensée qui dirige, qui permet à Foucault d'être lui-même un extraterrestre, un point d'observateur extérieur à ce monde, à cette histoire, mais extérieur, extraterrestre, c'est mon dénomination, et il peut se contenter d'être un sage chinois qui parle peu et qui performe avec ses disciples, etc. Cette fantaisie vient de Borges sûrement. Borges, le bibliothécaire, non pas voyageur de grand espace, mais une fourmi dans un escalier compliqué, dans les escaliers compliqués de peintre Escher, ou des théorèmes de Gödel. Escher et Gödel. Voilà. Au début des années 80, donc, c'était mes points d'intérêt qui m'ont poussé à écrire une mémoire sur la représentation. Diverses formes de la représentation. Qu'est-ce que je voulais dire? Z, oui, cristalline, qui devrait faire une sorte de contact, une tangente éphémère, n'accomplit pas peut-être l'accouplement de deux concepts pour que l'un et l'autre soient transformés. Un accouplement, c'est ça, à côté de
sa forme et son contenu extatique, orgasmique, extatique, voilà. Il est médiation de quelque chose d'autre. Même orgasme n'est pas une fin en soi, mais encore une sorte de ruse, non pas de la raison, ruse du corps pour exténuer, pour s'exténuer, pour en faire naître, pour en permettre la naissance d'un autre. Voilà opération Z qui va, il faut décrire ça, qui va d'un point A à un point A+, disons. Et il y a une autre qui va d'un point B à un point B+, mais ce n'est pas que A atteint B, mais A vise B+, et l'obtient bizarrement avec une Z A+. A va vers son alter. C'est ça. Il se transforme. Chez Roland Barthes, ça existe très clairement dans son livre qui m'intéressait beaucoup, Sartre, Fourier, Loyola. Trois noms qui n'ont presque rien à voir l'un à l'autre et ils sont réunis dans cette systématisation. C'était plus qu'étonnant, émerveillant, au nom de la science. C'est socialiste. Mais ça m'a permis à m'intéresser non plus superficiellement ou par l'attirance de quoi que ce soit du sensible, mais d'un véritable intérêt à ces moments des initiations. On s'initie à quoi? Après des années, j'ai cherché de trouver un correspondant plus ou moins exact du mot initiation en ottoman antique n'existant pas, à mon avis, sauf des approximations modernes. Eh bien, il faut chercher des mots archaïques. Dans l'ottoman, j'ai trouvé Iva. On utilise pas mal dans la littérature de secte, Mevlevi ou autres, chez les soufis, donc dans le registre que je cherchais. Initiation africaine, aussi à mon avis les circoncisions, les cérémonies de puberté, adolescence, passage à l'âge adulte, communion, etc. Ça aussi, je peux appeler, comme dans l'anthropologie, on les appelle initiation, moi je les appelle Iwa. Mais Iwa, au sens personnel, singulier, d'une certaine personne, a une connotation encore plus subjective et intense peut-être. Communauté aussi c'est intense, mais comme ça n'existe plus communauté qui fait initiation tous ensemble comme groupement de jeunes de 16 ans, etc. Eh bien, personnellement, si on vit encore cette expérience, alors il va à une connotation maintenant différente, et comme en français, peut-être quand on demande dans une langage moderne, comment es-tu initié? À quoi? Je ne suis pas initié. Vous êtes averti quand même, vous devrez être initié par quelqu'un ou quelque part. Voilà. Cette connotation de sens-là, c'est un peu hautaine, élitiste, mais déplacé, anachronique, mais ça dit quelque chose, ça dit ce que veut dire. Donc il va, bien connu, ça quelque chose, il y a des mots encore plus intéressants peut-être,
dépucelé. Je n'ai jamais compris d'où vient. Puce, voilà, puce, prépuce, dépucelé, ça fait une trilogie finalement. À travailler. Et mon ami romancier, jeune romancier Alperin, qui a écrit son dernier roman justement sur la circoncision sans limite, anthropologiquement et littéralement, peut-être philosophiquement. Donc il a trouvé un mot, Gulfam, je connaissais même pas qu'il y a un mot pour dire prépuce dans la langue, dans l'ottoman archaïque, dans l'ottoman, Gulfam. Donc le titre de son roman, Gulfam Makam. Donc Makam, c'est encore en fait la signification, ça veut dire place, mais dans une signification le plus profonde dans la spiritualité qu'on puisse imaginer, comme statut, comme un étage, comme une hauteur, comme une registre. Je ne trouve pas en français le mot exact pour dire makam. Makam en arabe a plusieurs sens, ça veut dire rythme, harmonie, une panoplie des harmonies dans la musique aussi, une accordance de plusieurs choses s'appelle harmonie et makam, mais makam c'est plutôt statut occupé par une personnalité importante, si c'est possible, spirituelle, une personne spirituelle qui occupe un lieu saint, voilà, un lieu saint, surtout après le martyre de cette personne, c'est-à-dire son dépouille, c'est son makam, son haut lieu. Donc, si on parle comme Alain Badiou, c'est la position, le centre du culte sacré, etc. Mais c'est pas unique parce que makam, ça appartient toujours à une sainteté. Voilà pourquoi on dit, voilà, Gulfam Makam. Je n'arrive pas à traduire son titre, mais haut lieu de sainteté de mon prépuce, sûrement perdu, et donc défunt. Et donc, chez les Turcs, on le inhume, on les enterre. On ne les jette absolument pas. Et selon le lui dire, si on jette, alors caractère va s'ensuivre d'une très mauvaise qualité nomadique. Jeter son prépuce dans le dôme d'une demeure, donc ça veut dire que tu es vraiment à la merci de tout. Hein. Tu peux faire n'importe quoi et tu peux subir n'importe quoi dans la vie. Hein. Dès l'âge tendre, si tu as perdu tes puces sur une dôme d'un immeuble d'un voisin où les filles de ton âge habitent, alors là tu es déjà loin de ton IVA, alors tu as dépassé tout, tu as dépassé tes confrères, voilà, au revoir. Alors, pendant mon temps de repos, en fait, je vais juste ajouter quelque chose, parce que chaque fois que j'ai fini un enregistrement, et en mémorisant mécaniquement save, ce qu'on appelle save, to save. Alors, j'en donne un titre pour que ça ne mélange pas, pour qu'il me rappelle de quoi il s'agit, le contenu et tout. Mais pour faire ça, pour donner un nouvel titre, alors je devrais effacer l'ancien titre qui est standard, qui est resté une époque que j'avais déposé, et comme je n'arrive pas à résoudre le problème, je n'ai pas cherché. Donc, tous les enregistrements, sans exception, quoi que je enregistre,
portent un même titre et plus le chiffre. Si j'en donne pas de titre précis. Alors ce titre qui était une époque que j'ai utilisé volontairement, s'appelle ce titre Copulation des lettres. Là, on ne peut pas passer sous silence ce petit détail qui me montre que depuis 3 ans, effectivement, devant mes yeux, il y a ce titre Copulation des lettres. Copulation des lettres. Aujourd'hui, on parle d'accouplement des concepts, alors que les lettres copula dans le grammaire être, et ça se copule tout le temps. C'est tragique. Mais j'ai un film, justement, après avoir examiné l'alphabet de tamil, l'origine et le développement de l'alphabet tamil, qui est complètement basé sur l'accouplement des orgiaques des humains entre eux, toutes les formes de l'être bien, de formes, de positions, d'accouplement charnel, ça existe encore visible, l'origine des lettres dans le temple de Tamil. Si on cherche, c'est encore visible, mais les lettres eux-mêmes sont neutralisées, effacées de leur côté, non pas seulement sensible, mais charnel, érotique, étourdissante, édifiante, instruisante. Voilà, c'est j'ai un film qui est beaucoup suivi, je crois que par le côté océan Indien, par le Tamil des Indes et les autres, Madagascar peut-être, je ne sais pas, ils sont dispersés apparemment en Inde. Voilà, j'ai découvert la civilisation tamile, qui n'est pas tout à fait identique peut-être avec les Indiens, mais ils ont un prosélytisme pour préserver leur tradition et leur différence tamile. Ça, je n'ai pas manqué de remarques. Voilà, copulation de lettres, c'est un héritage de l'humanité, patrimoine de l'humanité qui nous est laissé comme un cri, un signe criant sur leurs origines des lettres et de ce qui se passe tout le temps chez nous. Alors, avec une petite tour ou pérégrination des concepts de Avatar, alors on est arrivé encore au schème d'accouplement ou de copulation, copula, parce que nous comprenons le monde, donc nos concepts sont déduits à la fois de notre corporité et intimement liés de notre langage. Donc phénoménologiquement, comment nous nous constituons, comprenons comme une corporité séparée et une certaine égoïté, ipséité s'installe, donc subjectivité se constitue, on se sépare du reste du monde et on a seulement des rapports médiés, etc. Donc soit autrui, soit l'objet se constitue. Autrui se constitue, non pas comme besoin à assimiler, mais entre autres, le schème le plus aigu, c'est la copulation. Alors, parce que c'est possible, c'est dans le domaine du possible, au sens le plus fort du terme possible, c'est-à-dire il y a des dynamismes du corps et du langage, des diverses copulations. Oui, derrière ma tête, arrière-pensée, effectivement, depuis hier, c'est le film de Pasolini, Pourquoi s'appelle Théorème. Hier, j'en ai parlé vaguement, mais sans citer le titre du film. Aujourd'hui, j'ai un peu consulté et rafraîchi ma mémoire. Eh bien, Théorème, ça devrait
marchait. C'est comme le concept, mais c'est plus formel. Dans une sérialité maximum. Voilà. C'est comme un concept laplancien. Maximum d'intensité ou donné soit possible à partir de cela. Donc l'intrus qui vient de l'extérieur à la famille, qui s'appelle l'acteur Terence, donc on appelle T, ce jeune homme fonction et structure théorème et il en fait de cette famille un ensemble au sens logique du terme. Là, il y a des possibilités qui se constituent, c'est-à-dire des possibilités d'accouplement tour à tour, toutes les relations, les flèches possibles, d'une manière affectueuse et jouissive, etc. Eh bien, les nœuds de connexion, donc d'accouplement, se constituent comme un réseau, mais sans l'intrus de laquelle, comme un moteur premier, ne serait pas possible, ne serait pas structuré, ou bien déstructuré, désubjectivisé, autrement libéré dans ses possibilités. Comme tout le monde interprète la fin du film, bien que l'intrus s'en va, eh bien la famille, chacun des éléments de la famille se libère, sort de son état de coincé, disons. Donc eux aussi, ils vont partir d'un réseau mobile. Voilà, c'est un peu l'utopie de 68 et 69. Et c'est aussi l'utopie de Charles Fourier dans cette phalange. Et autant que je connais Marquis de Sade, cette possibilité logique, et sans que ce soit cartésien, donc c'est peut-être plus ancien, une logique de l'histoire, de Moyen-Âge qui fonctionne, et comme si toute possibilité s'expérimenter pour qu'il n'y ait aucune tierce exclue peut-être, ou bien aucune exclue du réseau. Tout fonctionne comme un ensemble. Autrement dit, communauté, autrement dit, la République dans son ensemble fonctionne ainsi pour qu'il y ait une nation, pour qu'il y ait une France, nouvelle identité soit possible. C'est la logique, apparemment, de Sade qui n'est pas encore complètement soustrait à la logique féodale, c'est-à-dire soumission, soumis entre le seigneur et les servantes. Apparemment, cette hiérarchie abolie dans l'acte sexuel, mais reste quand même déterminant comme un peu simulacre, comme une identité, étiquette attachée, accolée à la propriété, à mon avis. Mais cette irréversibilité commence, donc échangeabilité, substituabilité, républicain se constitue dans le boudoir. Voilà ce que je peux faire comme interprétation de l'œuvre de Sade, alors que c'est immense dans ses possibilités. Mais toujours ça tourne autour de la même chose, finalement. Une obsession. Une obsession du mission. Voilà. Les pyramides humaines, etc. Bon, c'est encore une chaîne d'État peut-être.
Mais on voit chez Pasolini aussi, d'une manière désastreuse, dans, dans son négativité, salaud de 120 journées de salaud. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Loyola. Loyola, c'est la vie monastique, donc une corporation des frères et des sœurs séparément, une transformation, un rapport à soi, à travers les autres, à travers la communauté, et chacun responsable de chacun, donc un échange dans tous les sens et sans limite, une ingérence à la vie privée qui n'existe pas, il n'y a qu'une seule vie privée, ce rapport à Dieu, donc ça passe forcément par les autres, etc. Donc transformare, deformare, il va transformare et retransformare, ce que je me rappelle des schèmes de Barthes à propos de Loyola, Ignace de Loyola. C'est encore une sorte de théorie de sujet, des subjectivités complètement différente de notre conception de sujet moderne. Donc, les concepts, l'histoire des concepts, leur diversité nous offre justement cette perspective, cette profondeur volumineuse.